la politique nationale au menu de cette émission franc-parler sur les antennes de LCA. Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre. Notre invité de la semaine est un homme politique. Il est actuellement député à l'Assemblée nationale. Il a été ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme du Burkina Faso. Il est surtout connu au Burkina sur le plan politique pour sa candidature à la présidentielle de 2015 où il est arrivé troisième après Roch-Marc Christian Kaboré et Zéphirin Diabré. Vous l'avez deviné, M. Tahirou Barry a répondu à notre invitation. Il est sur le plateau de l'émission Franc-Parler. M. Barry, bonsoir. Bonsoir, M. Wamba. Merci d'avoir accepté notre invitation pour cette émission Franc-Parler. Comme je l'ai dit tantôt avec vous, nous allons parler essentiellement de la politique nationale au Burkina. Mais déjà, on sait que vous avez accepté d'être candidat à la présidentielle de 2020. Depuis avril 2019, vous avez accepté après cet appel d'une frange de la jeunesse et puis d'un parti politique notamment. Alors, depuis lors, comment est-ce que vous préparez la présidentielle de 2020 en tant que candidat potentiel? Merci pour l'invitation d'abord. Il faut dire que depuis l'annonce de ma candidature en avril 2019, je suis plongé dans la réflexion et l'introspection. D'accord. Le contexte du Burkina Faso nous interdit toute agitation politique à travers des grands meetings, à travers des grands rassemblements. C'est pourquoi nous avons opté pour une forme de recueillement, des échanges avec des personnes ressources, des actions de proximité pour nous permettre de préparer sereinement les échéances à venir. Donc vous avez une approche de proximité avec les militants, c'est bien cela? Oui, c'est que dites-vous alors de ceux-là qui sont déjà dans des meetings, parce que vous avez certains candidats potentiels qui sont pratiquement en meeting tous les jours, on en voit au Burkina? Je pense que, à mon humble avis, les meetings à répétition me paraissent indécents au regard de la situation nationale. Nous avons des familles qui sont endeuillées en raison de la mort de plus de 500 personnes. Nous avons près de 500 000 réfugiés qui cherchent quotidiennement à se nourrir, à boire. Nous avons une situation d'insécurité alimentaire qui se dégrade. Nous avons un peuple qui a peur, qui s'interroge sur l'avenir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être proche de ces populations, il faut être à leur écoute, il faut les rassurer. Et je crois qu'à partir d'un certain moment, nous allons apprécier l'opportunité de faire des grands rassemblements ou pas. D'accord. En tout cas, merci, on vous a compris, mais il y en a qui vous diront que chacun doit rester dans son rôle. Vous êtes un homme politique, un candidat potentiel à la présidentielle. Donc, au-delà de cette question d'insécurité, au-delà du fait que des familles sont endeuillées par le terrorisme, on peut imaginer qu'en tant qu'homme politique, vous soyez sur le terrain. Oui, on peut être sur le terrain tout en étant proche de la préoccupation des populations. Parce que l'erreur à ne pas commettre, c'est de s'engager dans une forme d'agitation qui peut distraire l'opinion, qui peut distraire le peuple sur la gangrène, le cancer de l'insécurité qui est en train de nous ronger à petit feu. Il faut rester concentré sur cette question. Il faut rester vigilant et voir quelles sont les propositions fortes, quels sont les mécanismes nécessaires pour sortir de cette situation délétère. Et c'est ça qui est le plus important, à mon humble avis. Alors, vous avez accepté d'être candidat à la présidentielle de 2020. Vous allez aller en challenge avec des grands noms déjà connus. Sans doute le président sortant, Roch-Marc Christian Kaboré. On a Zéphirin Diabré, on a Kadri Désiré Ouedraogo. Est-ce que vous n'avez pas peur de ces gros poids de la politique au Burkina? Vous voyez, on nous a déjà collé le statut de petit poussin face à des coqs, des éperviers. Et même certains ont parlé de baobab. Mais je dirais que ce n'est pas ces adversaires qui nous font peur. Ce qui nous préoccupe, ce qui nous fait peur, c'est l'obstacle qui peut être érigé contre l'expression saine et souveraine de la volonté populaire. Il y a tout un mécanisme, tout un ensemble de manœuvres qui peuvent être opérées pour étouffer la voix du peuple, pour prendre en otage l'avenir du peuple. Et c'est ça qui nous fait peur. Quand on regarde à quel point certains candidats sont en train d'amasser des fortunes,
pour procéder à une vaste opération d'achat de conscience, de corruption électorale, c'est ça qui nous fait peur. Et j'ai dit qu'aujourd'hui, l'heure doit être à l'assainissement de notre démocratie pour éviter que les dirigeants ne soient affublés d'un l'assainissement déficit. de la démocratie, mais aussi de la façon de faire la politique, n'est-ce pas? Oui, c'est tout un ensemble. Il D'accord. faut assainir la démocratie, il faut faire en sorte que les acteurs politiques soient crédibles. Et c'est à partir de là que le peuple fera confiance à la politique. Parce que de nos jours, il y a de plus en plus un déficit de l'action de votation. Parce que les populations n'ont plus confiance à la classe politique. Et ce discrédit, s'il n'est pas corrigé, va créer une crise de légitimité. Et s'il y a crise de légitimité, les dirigeants ne pourront pas gouverner. Ça sera chaque fois des crises à répétition, des mouvements populaires, des mouvements de résistance, des perturbations à ne pas finir. Et ce n'est pas ce que nous souhaitons pour notre pays. D'accord. Alors, on va rappeler que vous avez été candidat à la présidentielle de 2015 au Burkina. C'est vrai que vous n'avez pas réalisé un score fleuve, mais vous êtes quand même arrivé en 3e position, il est important de le rappeler, derrière Rochmar Christian Kaboré et Zéphirin Diabré en tant que candidat avec vous. Est-ce que vous avez tiré des leçons de cette élection de 2015 au Burkina? C'était une élection de fin de transition, sa particularité. Oui, j'ai tiré assez de leçons. Ce que je sais, les personnes qui m'ont fait confiance à travers leur vote ne m'ont pas demandé 5 francs. Ces personnes, par respect pour elles, je me suis adressé à leur raison. Je ne me suis pas adressé à leur ventre. Et c'est cette dynamique que j'entends poursuivre. Parce qu'aujourd'hui, il faut faire en sorte que le lecteur reçoive le message, reçoive la proposition alternative et se détermine de façon libre et consciente en mesurant les enjeux et en pensant à l'avenir de la nation. C'est ça qui m'importe aujourd'hui et c'est ce que j'entends réitérer pour les prochaines échéances. On sait que vous êtes encore jeune, certainement que vous avez néanmoins appris beaucoup à faire de la politique parce que vous êtes dans la politique il y a quand même assez longtemps. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que Tahirou Barry a le capital nécessaire pour faire face à cette élection présidentielle de 2020 et qui a beaucoup d'enjeux parce qu'on sait quand même que nous allons avoir les élections de 2020 dans un contexte assez particulier. Il y a la question sécuritaire, il y a la relance de l'économie du Burkina. Et c'est une élection qui a ceci de particulier qu'elle va connaître le vote des Burkinabés de la diaspora. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez être à mesure de relever les défis et de réaliser meilleur score en 2020? Écoutez, il appartiendra au peuple d'apprécier et de décider. Nous, aujourd'hui, nous n'allons pas nous engager dans cette compétition électorale avec des hallucinogènes ou des salmigondis indigestes. Nous venons avec un projet. Nous venons avec une destination et un chemin clair. Et comme vous le savez, le plus important aujourd'hui, c'est le chemin. Si vous voulez aller à Dieu, il y a un chemin. Si vous voulez aller vers un idéal, vous voulez effectuer un voyage, le plus important, c'est un chemin. Saint-Texte l'a dit, le plus important, ce n'est ni l'arc, ni la destination, ni l'archer, c'est la trajectoire. Nous, nous venons avec naturellement une destination, mais une trajectoire claire. Et c'est ce que nous allons proposer au peuple. Il appartiendra à ce peuple de se déterminer de façon libre. D'autres éléments qui me paraissent importants, nous avons une volonté, nous avons une conviction. La volonté, elle est fondamentale quand on veut diriger une action publique, quand on veut innover, quand on veut changer. Et Churchill l'a dit, je crois que le ministre Simon Comporé aime bien cette formule. Là où il y a la volonté, il y a un chemin. Absolument. Ça nous importe. Et c'est avec la volonté que les pyramides ont été érigées par des peuples dont le dénouement est aussi similaire au nôtre. Nous avons les convictions. Les convictions, Thomas Sankara l'a dit, on a besoin d'un peuple de convaincus et non d'un peuple de vaincus. Et nous voulons travailler à avoir des militants convaincus qui nous aideront à engranger des victoires pour le changement réel dans notre pays. Alors, l'une des préoccupations majeures des Burkinabés aujourd'hui, c'est sans doute la question sécuritaire. On va en parler dans le courant de cette émission, mais déjà,
Dites-nous, est-ce que vous n'avez pas peur d'être à la tête d'un pays qui est menacé par les terroristes? Oui, être à la tête d'un pays, il y a toujours une raison. Et la raison se justifie généralement par des préoccupations, par des problèmes. C'est ce qui rend la conquête et la gestion du pouvoir assez exaltant. La question de l'insécurité est une question qui est très préoccupante. Et on ne peut pas rester indifférent devant une telle gangrène. Je vais vous dire en toute franchise, je crois que la question sécuritaire a été une plaie qui a été mal soignée. Et cette plaie s'est finalement gangrénée. C'est ce qui fait que de plus en plus, les solutions deviennent complexes. On n'a pas pris la juste mesure de la question dès les premières attaques en janvier 2016. De janvier 2016 à 2019, qu'est-ce qui a été fait de façon substantielle pour arrêter cette gangrène? Vous et moi, on se pose cette question. On a négligé, dans une certaine mesure, les mesures qu'il fallait prendre pour affronter le problème. Et il est tellement grave que ce n'est pas dans une forme de légèreté qu'on peut le résoudre. Comme on le dit, alors, ce n'est pas... Si vous permettez, on va revenir un peu plus tard en profondeur sur cette question de l'insécurité parce qu'il y a un chapitre complet qui est réservé à cela. Mais ma question, c'est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, Tahirou Barry n'a pas peur d'être à la tête d'un pays menacé par l'insécurité? J'ai réitéré la question parce que c'est assez important. Dans la course vers la présidentielle, nous sommes à une année de ces élections, de 2020. On ne sait pas si la question sécuritaire va être réglée. Est-ce que vous n'avez pas cette appréhension d'être président d'un pays menacé par les terroristes? C'est ma question. Juste en quelques mots. Ok, la peur doit être une source de courage. Ah oui. Parce que comme on le dit, le courage n'est pas l'absence de peur, mais c'est la capacité à surmonter la peur. Aujourd'hui, il y a une nécessité que quand on est dirigeant, on s'assume et on affronte les préoccupations de l'heure. Et ça, je n'ai pas véritablement envie de répéter, il faut s'assumer. Absolument, on vous a compris. Alors, vous êtes potentiellement candidat à la présidentielle de 2020 au Burkina. Est-ce que déjà vous pouvez nous parler de votre stratégie d'approche de l'électorat? Parce qu'on sait quand même que vous n'avez pas des millions à dépenser, à distribuer à l'électorat du Burkina. Quelle est votre stratégie sans moyens? Bon, vous savez, la question des moyens, je l'ai dit tout à l'heure, elle n'est pas capitale pour nous parce que en 2015, nous l'avons fait. Par respect pour l'électeur, nous sommes adressés à leur raison et non pas à leur ventre. Et le peuple burkinabé est suffisamment mature. Il comprend les enjeux. C'est vrai qu'ils sont nombreux ceux qui disent que sans moyens, on ne peut pas mener une politique. Mais ce qu'on oublie, avoir une richesse matérielle n'est pas synonyme de richesse véritable, parce que la véritable richesse est celle de l'âme. Vous prenez Gandhi, il a construit sa réputation sur la base de l'être, pas sur la base de la voix. Vous prenez des personnes qui ont été élues à la tête de leur pays, mais ces personnes étaient dans un dénuement matériel. Vous prenez le cas récemment du président égyptien, disons du président tunisien, il était sans moyens. Vous prenez le cas du président Buhari du Nigeria, il n'avait pas une fortune particulière. Même au Burkina Faso, vous fouillez dans notre histoire récente, regardez comment le maire Anatole Bonkungu de Lansma 4 a pu battre à plate couture l'équipe menée par François Compaoré à Lansma 4. La machine du CDP à l'époque. La machine du CDP avec une pluie de millions. Une pluie de millions, mais Anatole, au regard de sa crédibilité, de sa légitimité, il les a battus à plate couture. C'est une leçon de démocratie qui a été véritablement présentée à la face du monde entier. D'accord. Alors, donc c'était là dans vos stratégies. On va poursuivre dans cette émission avec vous, M. Tahirou Barry. On sait que 2020, c'est un rendez-vous électoral au Burkina. Et on sait également qu'il y a cette menace terroriste. Hein, c'est une actualité transversale. Est-ce que vous avez foi que les élections auront lieu malgré cette situation d'insécurité? Parce que déjà, beaucoup de gens mettent le doute. Dans un pays, s'il n'y a pas de foi, le pays sera à genoux.
il faut avoir foi en la capacité de notre pays à résister et à rester debout. Il faut avoir foi en la capacité de notre pays à affronter cette dure adversité. Et nous avons les capacités. Nous avons les ressources qu'il faut. Donc, il nous appartient de nous organiser. Il nous appartient de trouver les meilleures formules pour juguler la crise. Et naturellement, en temps opportun, lorsque on verra que des contraintes objectives se dresseront sur le chemin, nous sommes des êtres humains, nous sommes des hommes, nous ne sommes pas des machines. La classe politique va se réunir et apprécier la situation. Donc, je pense qu'il faut avoir foi en l'avenir, il faut croire en la capacité de notre pays à se relever. Mais est-ce que l'électorat vers qui vous allez aller pour 2020 aura une oreille attentive à vos messages quand on sait qu'il y a des personnes déplacées, des personnes sous menace permanente? Est-ce que vous pensez que le message des acteurs politiques va être reçu par ce public-là qui est meurtri par cette situation d'insécurité au Burkina? Oui, c'est un défi qui s'impose au gouvernement. Le gouvernement a le devoir de protéger les citoyens. Le gouvernement a le devoir de prendre toutes les mesures pour assurer la sécurité des personnes et des biens dans ce pays. Donc, nous attendons que cette responsabilité soit pleinement assumée et naturellement que les citoyens se déterminent librement et consciemment dans les urnes à travers les prochaines échéances. Et que répondez-vous à ceux qui pensent que ce n'est pas décent d'aller s'adresser à un public qui est un peu meurtri, ce n'est pas décent de parler d'élections dans ce contexte d'insécurité, surtout qui est assez frappant dans certaines régions du Burkina? Que répondez-vous à cette partie de l'opinion publique? Oui, en cette période, je crois que, je l'ai dit tout à l'heure, il ne me paraît pas décent de faire de grands rassemblements, de grands meetings, à mon humble avis. Mais lorsque les échéances vont approcher, nous allons apprécier les différentes mesures qui seront prises pour permettre aux citoyens d'être dans des conditions psychologiques pour exercer son droit de vote. Et naturellement, nous espérons qu'en la matière, avec les différentes recommandations qui ont été prises au cours du dialogue opposition-majorité, pour notamment assurer le vote à la fois des personnes résidant dans les zones sinistrées et des personnes déplacées internes, nous verrons de façon concrète qu'est-ce qui sera fait pour mettre en pratique cette recommandation. Alors, on a entendu quelque part qu'on n'arrive pas à faire voter les Burkinabés de l'intérieur au regard de la situation d'insécurité, le déplacement de personnes, et on pense déjà au vote des Burkinabés de l'extérieur. Est-ce que vous pensez que ce rendez-vous électoral de 2020 va connaître effectivement le vote des Burkinabés de la diaspora, même si il faut dire tout de suite que la procédure, le processus est déjà beaucoup avancé? Oui, vous voyez, vous êtes dans une phase d'interrogation, d'hésitation ou de doute. Je veux qu'on sorte de la question du doute, qu'on ait foi en l'avenir. Ce sont des défis. Et lorsque nous sommes en face de défis, il est de notre devoir d'œuvrer pour réaliser ces défis. Le processus est engagé. Il y a déjà les démembrements de la CENI qui ont été mis en place à l'extérieur. Il y a au plan intérieur des démembrements qui ont été mis en place. Mais c'est un défi et je crois que nous allons tous œuvrer pour que ces opérations se déroulent dans des conditions idéales. D'accord, c'est un processus qui est déjà avancé, je l'ai dit, mais il y a encore débat autour des documents de votation pour nos compatriotes de la diaspora. Alors, quelle est votre position là-dessus quand on sait que la majorité voudrait que tout le monde y aille avec la CNV et le passeport ordinaire, et quand on sait qu'une partie de l'opposition, une bonne partie d'ailleurs, voudrait que les cartes consulaires soient considérées comme documents de votation? Moi, je partage la position de l'opposition. Dès lors que les cartes consulaires sont biométriques, il n'y a aucune raison de les écarter. Cela ne peut qu'accroître la participation populaire à l'élection et donner plus de légitimité aux gouvernants qui seront élus. Mais je crois qu'au cours du dialogue, les uns et les autres ont été d'accord sur les désaccords. Oui, évidemment, le dialogue politique n'a pas permis de trancher la question. Voilà, ça n'a pas permis de trancher la question, mais je crois que les réflexions se poursuivent. Mais il y a quand même des victoires qui ont été engrangées, parce que dans le code non relu,
il n'était pas question de permettre l'installation de bureaux dans des lieux autres que les consulats et les ambassades. Absolument. Maintenant, il est envisagé la mise en place des démembrements dans des lieux autres que ces structures officielles, dès lors qu'il y aura accord de l'État en question. Il y a quand même des avantages qui sont retenus et ça me paraît important à souligner. Il est clair que le débat va arriver à l'Assemblée nationale, je pense bien, avec le vote du nouveau code électoral. Quelle va être votre position? Ma position est celle de l'opposition. Ouais. Je ne suis pas en dehors du regroupement de l'opposition. Des concertations sont menées, des réflexions sont menées et nous portons la voie de ce regroupement. D'accord. Alors, avant de passer à la grande question sécuritaire au Burkina, je voudrais quand même que vous prononciez sur votre séjour à l'Assemblée nationale. On se souvient que quand vous avez quitté le gouvernement, vous êtes retourné prendre votre siège à l'Assemblée nationale, vous êtes inscrit au sein du groupe parlementaire de l'UPC. Quel bilan parlementaire vous pouvez vous dresser en quelques mots, même si on sait qu'il y a beaucoup à dire? Comment se passe la cohabitation avec les honorables députés de l'UPC? C'est une cohabitation fraternelle. Oui. Dans le groupe de l'UPC, j'ai trouvé des frères, j'ai trouvé des amis, j'ai trouvé des sœurs. Nous travaillons de façon conviviale, de façon sincère. Des échanges sont menés de façon franche. Et chaque fois que des débats sont portés officiellement à l'hémicycle, nous les assumons pleinement. Et je crois que c'est un groupe qui est assez conscient des enjeux et je m'y retrouve, parfaitement. Et vous allez y rester pour le reste de la législature, qui reste encore une année. En tout cas, merci. On va poursuivre l'émission Franc-Parler avec vous, Tahirou Barry, comme invité, en abordant à présent la question de la sécurité. C'est une grande question au Burkina Faso. Comment est-ce que vous appréciez déjà la façon dont le gouvernement fait face à la question sécuritaire? Depuis 2016, pratiquement, le Burkina attaqué. Jusqu'en 2019, on a l'impression que les lignes n'ont pas bougé en ce qui concerne la courbe des attaques terroristes. Quelle appréciation faites-vous de la façon dont le gouvernement fait face à cette problématique? Je pense que jusqu'à aujourd'hui, malgré des mesures qui ont été annoncées, malgré des réflexions qui ont été menées, malgré les colloques, les sommets un peu partout, le problème demeure et ne fait que s'aggraver. On a fait ici au Burkina Faso en octobre 2017 le colloque sur la sécurité. Où en sommes-nous avec la mise à niveau des recommandations? On a fait ici des réunions, des participations à des sommets avec le G5 et autres. Où en sommes-nous? Avec naturellement une grosse difficulté de mobilisation des fonds. Je crois que nous sommes en train de tergiverser sur cette question. La question sécuritaire est en passe de gangréner tout notre processus de la vie nationale, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan politique. On ne peut pas s'amuser avec une telle question. Comme je l'ai toujours dit, on ne prend pas un hippopotame avec la maison. Mais il faut des moyens plus forts. Et c'est ce qui tarde à venir. L'Assemblée a fait une session spéciale sur la question sécuritaire. Tout à fait. Il y a eu près de 14 recommandations qui ont été faites. Et la recommandation qui me paraissait fondamentale, c'était des mesures urgentes d'accompagnement pour permettre aux forces de défense et de sécurité d'être beaucoup plus solides sur le plan effectif, sur le plan équipement, sur le plan motivation, sur le plan formation, avec un accompagnement financier. Je crois qu'au niveau sécuritaire, on avait près de 40% du budget qui leur a été accordé. Au niveau de la défense, près de 23%. Donc, ce sont des moyens qui ont été mis à la disposition de ces secteurs stratégiques pour les permettre d'affronter cette dure situation. Aujourd'hui, on s'interroge. Et je crois qu'il est temps qu'on s'asseye et qu'on dise, aujourd'hui, le problème est à tel niveau et qu'il faut telle solution pour en finir une fois pour de bon. Parce qu'au fur et à mesure qu'on progresse, le désespoir s'installe et ce n'est pas bon pour l'avenir de la nation. Est-ce que vous pensez, M. Barry, que tout est question d'argent dans la lutte contre le terrorisme? Parce que, comme vous l'avez dit, on a augmenté
les budgets alloués à la défense et à la sécurité. Il nous revient d'ailleurs que la défense n'arrive pas à absorber son budget. Est-ce que vous pensez que tout est question de moyens financiers? Je pense que l'essentiel réside dans le problème de finances. Pourquoi? Vous avez le G5 Sahel. C'est près de 400 millions d'euros qui ont été budgétisés, mais qui a du mal à être mobilisé. C'est parce que nous comptons sur l'extérieur que nous sommes en train de perdre notre temps. Vous prenez aujourd'hui les problèmes d'équipement, vous prenez les problèmes de motivation des effectifs sur le terrain, parce qu'il faut avoir le courage de dire qu'il y a un souci à ce niveau. Vous prenez le problème de formation, le problème de commandement. Il y a un minimum de mobilisation financière qu'il faut faire. Si nous arrivons à prendre en charge de façon effective notre question de défense, notre question de sécurité, sans compter sur les forces extérieures, je pense que nous aurons des résultats clairs. Et c'est ce défi que nous devons relever. Donc, pour éviter de tendre la main avec ces personnes qui crient leur bonne foi, mais qui n'agissent pas, on sera obligé, à travers le post que j'ai effectué sur ma page Facebook, de faire un minimum de sacrifices pour l'effort de guerre. Et c'est quoi ce sacrifice? C'est vrai que l'effort de guerre, cela va nécessiter un minimum de contribution des citoyens. C'est pourquoi j'ai proposé un impôt sur le revenu, mais à titre provisoire. Parce que j'ai entendu le maire de Ouagadougou parler de la cession de tout un mois de salaire. C'est énorme pour question de défense et de sécurité. Mais j'ai dit qu'on va créer une forme de terrorisme. Ça sera le terrorisme de la fin de la maladie. Ce n'est pas dans ce sens. Nous disons que le sacrifice, c'est à travers un impôt sur le revenu, comme en France, lors de la Première Guerre mondiale, en 1914, comme en Grande-Bretagne, en 1898, pour faire face aux actions de Napoléon. C'est une nécessité parce que personne n'est épargné avec cette crise sécuritaire. Donc, il y a un minimum. Au lieu de tendre la main, qu'est-ce que nous-mêmes nous pouvons faire pour assurer de façon souveraine notre propre sécurité, notre propre défense? Est-ce que la question de stratégie, la question de management des hommes ne compte pas beaucoup plus que l'argent? Parce que je venais de vous dire que la défense n'arrive pas à absorber le budget que vous avez loué donc à ce département. Est-ce que tout est question d'argent? On aurait pu mettre beaucoup de milliards dans la défense. Si l'organisation pratique n'est pas mise en place, on peut peut-être ne pas avoir les résultats escomptés. Non, c'est une question parmi tant d'autres. Si la défense n'a pas pu absorber son budget, c'est parce qu'il y avait certainement des obstacles dans la procédure. Vous savez, la procédure budgétaire est complexe. Tout à fait. Il faut voir quels peuvent être les mécanismes d'allègement de la procédure pour procéder à des commandes, parce que le système militaire doit être entouré d'un minimum de discrétion, de secret. Donc, il faut aussi aller dans le sens d'un allègement des procédures. Ce n'est pas parce que le secteur de la défense et de la sécurité n'a pas pu absorber son budget qu'on va conclure qu'ils n'ont pas besoin de moyens. Ils sont combien les ministères qui n'arrivent pas à absorber leur budget? Mais cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas dans le besoin. Je sais de quoi je parle. Donc, il faut faire en sorte que les mécanismes soient adaptés à la situation de ce secteur et appeler à un sacrifice collectif de tous les Burkinabés. D'accord. Alors, vous l'avez dit, il y a une certaine lourdeur dans le décaissement des fonds. Il y en a qui estiment que nous sommes en temps de guerre, donc un temps anormal, alors que les procédures sont restées normales. Est-ce que d'après vous, on doit rester dans des procédures normales en temps de guerre? Je ne pense pas que ce soit normal de rester dans la normalité alors que la situation est anormale. D'accord. Je crois que c'est une question de bon sens. Okay. D'accord, alors on vous a compris. Alors, parlant toujours de cette affaire de lutte contre le terrorisme, on a vu une proposition, j'allais dire originelle, venant du chef de l'État après l'attaque terroriste du convoi minier de Bongou, qui ordonne le recrutement de volontaires dans les zones sous menace pour faire face à l'insécurité, au terrorisme. Quel est votre avis sur cette idée du chef de l'État? Bon, je pense qu'aujourd'hui, pour résoudre une question, il faut se poser
la vraie question. Si on ne pose pas des vraies interrogations, on ne trouvera jamais les bonnes réponses. La question qu'on doit se poser, c'est de savoir si le problème de notre armée réside dans ses effectifs ou ailleurs. Mais si c'est dans ses effectifs, on ne peut que procéder à des recrutements supplémentaires. Et il y a des formules qui existent en la matière. Si c'est un problème d'équipement, un problème de motivation, un problème d'encadrement, un problème de formation, qu'on trouve les solutions dans ce sens. Donc, pour moi, cette annonce du président du Faso me laisse quelque peu perplexe, même si j'attends de voir le décret qui est annoncé pour m'enquérir davantage sur la situation. Mais des interrogations subsistent. Qui va-t-on recruter comme volontaire? Avec quel statut? Quelle peut être la collaboration avec les forces de défense et de sécurité? La collaboration avec les autres forces d'autodéfense existantes? Quel sera le sort des armes à la fin de la crise sécuritaire? Quelle est l'enquête de moralité que nous allons faire pour déterminer le mobile de ceux qui vont se précipiter pour venir? Ce sont des interrogations. Il ne faut pas, qu'en voulant créer un problème, il ne faut pas, qu'en voulant résoudre un problème, on en crée d'autres. Parce que vous pensez qu'il y a un risque à recruter des volontaires? C'est une opération à haut risque. Oui. Parce que aujourd'hui, si au sein de l'armée, il y a des personnes mal intentionnées, il y a des personnes de mauvaise foi qui sont engagées pour avoir le statut de volontaire, il peut être possible que ces personnes sapent l'action des forces de défense et de sécurité, les discréditent, et ça ne sera pas bon pour la suite. Est-ce que vous pensez... Il faut suffisamment mûrir cette question et à tête reposée prendre les bonnes résolutions. Sans être spécialiste de la question sécuritaire, est-ce que vous pensez que le vrai problème se retrouve donc dans les effectifs ou dans les moyens opérationnels sur le terrain? Est-ce que l'armée burkinabé souffre d'un déficit d'effectifs? Il me paraît assez hasardeux de me prononcer sur cette question. Parce qu'on n'a jamais entendu parler de problèmes d'effectifs, on a plutôt entendu parler de problèmes de moyens. C'est pour ça que je pose la question. Bon, les techniciens peuvent se prononcer sur la question parce que quand tu regardes un peu la zone du Mali, qui est frontière avec le Burkina, mais concernée par la question terroriste, c'est une zone de près de 1000 km. Et la situation qui est encore beaucoup plus grave, c'est autour de 600 km. Est-ce qu'il faut des effectifs supplémentaires? Ce sont des interrogations. Mais je crois qu'il ne faut pas occulter la question centrale des moyens en termes d'équipement. Parce qu'on a vu avec l'attaque du convoi de la mine de Sémafo, il y a eu un équipement militaire qui a sauté sur une mine. Tout à fait. Et ils sont nombreux ceux qui s'interrogent sur la réaction des forces de défense et de sécurité pendant que le convoi était sous la pluie des balles. Et si ce qui est dit est avéré, les premiers secours sont arrivés autour de 12 heures pour une attaque qui a commencé à 9 heures. Mais ce sont des interrogations qu'il faut se poser. Est-ce qu'ils avaient l'équipement nécessaire pour faire face à une telle attaque? D'accord. Alors, on va poursuivre avec cette question de sécurité intérieure au Burkina. Il y a beaucoup de gens qui estiment que le terroriste trouve un terreau fertile dans les zones où la pauvreté est la chose la mieux partagée. Est-ce que vous pensez que c'est vrai? Au niveau donc de certaines localités, la pauvreté favorise le développement du terrorisme? Naturellement. Parce Parce qu'un pauvre est une proie facile à toute forme de dérive. Demandez aux politiciens, ils sont nombreux ceux qui vont même exploiter la misère des populations à des fins électoralistes. Donc, si une personne est dans une situation où elle n'arrive pas à avoir un repas par jour, on vient proposer à cette personne plus de 3 repas avec un compte bien fourni en termes d'épargne. C'est des situations assez difficiles. Il faut travailler à éviter que, notamment la jeunesse, soit exposée à ces marchands d'illusions.
Au-delà de la pauvreté, il y a la question de l'inégalité dans les régions. Oui. Parce que on a vu qu'il y a un certain nombre de régions qui sont restées dans une situation de précarité pendant des années. Et nous saluons la réponse qui a été apportée à travers un plan spécial pour la région, par exemple, du Sahel. Le plan d'urgence pour le Sahel. Le plan d'urgence avec près de 400 milliards. Oui. Ce sont des formes de réponse qui ont été engagées. Maintenant, nous apprécierons l'effectivité des différents projets qui sont annoncés. Vous pensez que le fait qu'une région comme le Sahel soit délaissée en termes d'infrastructures routières notamment est également un facteur de développement du terrorisme? Oui, ce sont des facteurs de développement du terrorisme, mais ça ne peut pas être envisagé comme les seuls facteurs. Il y a d'autres éléments tels que l'extrémisme violent. Il y a des observatoires qu'il faut mettre en place. Il y a des actions, des stratégies qu'il faut développer pour freiner le développement de ces formes d'extrémisme violent. Ça se fait à travers peut-être des prêches qui ne sont pas adaptés. Il faut qu'il y ait un mécanisme pour contrôler tout cela. Je crois qu'il y a tout un ensemble de choses qu'il faut revoir si on ne veut pas que nos enfants, nos frères, nos sœurs et autres se laissent aller à ces propositions cruelles. D'accord. Au-delà de ces questions économiques et de développement personnel, il y a une certaine opinion au plan national qui estime que l'effritement de la cohésion sociale au Burkina est également un facteur explicatif du développement du terrorisme. Quel est votre avis? Oui, il faut dire que malheureusement, la situation sécuritaire a révélé de grosses fissures dans notre cohésion sociale, dans notre vivre ensemble, à travers notamment des représailles communautaires comme les cas à Yirgou, à Arbinda. Oui. Et ça ne doit pas laisser nos gouvernants indifférents. Il y a des actions urgentes à entreprendre pour ressouder le tissu social, pour restaurer le vivre ensemble, restaurer la confiance entre les communautés. Et il y a un certain nombre d'actions qui peuvent être entreprises. Quand je prends par exemple l'inexistence de la politique nationale de cohésion sociale au Burkina Faso, ce n'est pas normal. Aujourd'hui, nous avons près d'une 60aine d'ethnies. Oui. Et on ne peut pas concevoir l'existence d'une telle multiplicité sans mettre en place une politique de cohésion sociale. Donc, il y a des défis en la matière et on ne doit pas rester les bras croisés. Alors, on va parler toujours de la question sécuritaire au Burkina. On sait que c'est une préoccupation majeure des Burkinabés. Les raisons sont avancées de façon multiple d'une région à l'autre. Est-ce que vous pensez, M. Tahirou Barry, que le terrorisme dans l'est du Burkina n'est pas le même que dans la région du Sahel? Ça, c'est une question un peu générale. Parce qu'on a du mal à expliquer pourquoi les terroristes nous attaquent. On a du mal à dire qu'est-ce que ces terroristes veulent exactement. Est-ce qu'il s'agit d'une conquête du territoire? Est-ce qu'il s'agit d'une imposition d'une idéologie? Est-ce qu'il s'agit de délinquants? Franchement, finalement, tout est mélangé. Quelle est votre lecture par rapport à tout cela? Bon, je pense que c'est des questions qu'il faut laisser aux spécialistes. Oui. Parce que le terrorisme a plusieurs visages. Il y a des personnes qui ont étudié cette question. Je prends le député, mon frère et ami Maxime Koné, à l'Assemblée nationale. Il y a quand même des experts qui peuvent mieux appréhender ce genre de questions. D'accord. Alors, on va poursuivre avec les solutions toujours au terrorisme. Non pas les solutions, parlant des conséquences de ce terrorisme. On sait qu'au-delà du fait qu'on a perdu beaucoup d'hommes, il y a d'autres conséquences comme la fermeture des écoles. C'est vrai que c'est une façon pour les terroristes de s'attaquer à l'avenir du pays. Beaucoup d'écoles sont fermées. Le gouvernement l'a dit, c'est des centaines d'écoles fermées. Alors, comment est-ce que vous réagissez à cette conséquence majeure du terrorisme? Oui, c'est une conséquence parmi tant d'autres. Oui. Parce qu'au-delà de la fermeture des écoles, nous avons des assassinats d'enseignants. Oui. Nous avons des familles qui sont traumatisées. Il y a même la volonté de mettre à genoux les fondements de notre État-nation. C'est-à-dire ériger les populations contre elles. Donc, je pense qu'il y a de sérieux problèmes. Il y a de sérieuses menaces. C'est pourquoi, sur cette question, il faut un rassemblement
de tous les citoyens autour des solutions apportées. Il faut vraiment se départir des considérations politiques, partisanes, régionales, ethniques et regarder ce mal en face en y apportant les solutions qu'il faut. D'accord. Il y a aussi une question économique avec la dernière attaque majeure, celle du convoi minier de Boungou. Beaucoup de gens estiment que c'est le secteur minier qui est visé, qui est la première source de rentrée des devises pour le Burkina. Alors comment est-ce que vous réagissez sur le fait que le secteur minier a été visé par une attaque terroriste quand on sait que vous avez quand même une expérience dans le domaine minier? Oui, de façon globale, c'est pour mettre à genoux le pays. Ah oui. De façon globale. Parce que si vous attaquez des secteurs pourvoyeurs de premières ressources comme le secteur minier, parce que le secteur minier apporte chaque année près de 200 milliards dans les caisses de l'État burkinabé. Si vous vous attaquez même au secteur comme le secteur douanier, parce qu'il y a eu une attaque au niveau de la frontière, au niveau du cordon douanier du centre-est, mais si vous vous attaquez aux établissements touristiques et hôteliers, comme les différents hôtels qui ont été attaqués, c'est pour mettre à genoux le pays. Je pense que leur objectif est clairement connu. Mais le plus important, quelle est la réponse que nous pouvons apporter? Quelle est la réaction que nous devons apporter, la riposte qu'il faut? Et c'est ce qui est attendu. D'accord. Dans son discours à la nation, au lendemain de l'attaque de Boungou, le chef de l'État a tenté de donner une explication aux attaques terroristes. Il a dit que les terroristes ont pour objectif de s'aimer la psychose au sein de la population de Burkina et de déstabiliser notre démocratie. Alors, ce second volet, déstabiliser notre démocratie, quelle lecture faites-vous de cela? Toute violence aveugle vise à déstabiliser à la fois la démocratie et le pays. Oui. C'est une évidence. Mais, excusez-moi, mais je crois qu'il ne suffit pas de crier chaque fois au voleur. Il faut dire qu'est-ce qu'on entreprend pour arrêter le voleur. Oui. C'est ce qui est important. Sinon, dès lors qu'il y a violence aveugle, dès lors qu'il y a violence incontrôlée, anarchique, ça vise une forme d'action déstabilisatrice. Et on ne peut pas ignorer cela. Alors, je voudrais qu'on revienne un peu sur le fait que le secteur minier a été menacé par les attaques terroristes. On a constaté au Burkina que la plupart des mines se trouvent dans des zones reculées qui n'ont pas un accès au goudron facilement. Et on sait également que le manque de goudron est devenu un facteur d'insécurité, étant donné que c'est sur les routes non bitumées que les terroristes arrivent à déposer les engins explosifs. Alors, est-ce que vous pensez que l'on doit continuer comme ça à exploiter des mines dans des zones reculées sans penser à relier ces zones-là avec une voie praticable, puisque je rappelle que vous avez travaillé quand même dans le secteur minier? Bon, de façon globale, le secteur minier a un minimum de responsabilité sociale et économique. Une structure minière ne peut pas s'installer dans une zone sans entreprendre un minimum d'investissement. Mais on ne voit pas les goudrons. On voit autre chose peut-être, mais pas les goudrons. Mais qui doit les interpeller? Le gouvernement peut-être. Naturellement. Oui. Ils ont une responsabilité sociale. Oui. Et sur ce plan, je pense qu'on doit faire en sorte que le secteur minier contribue effectivement à la résolution des questions de misère et de pauvreté dans les zones où elles sont installées. D'accord. Parce qu'il y a des engagements qui ne sont pas respectés. Quand vous prenez la taxe de développement communal, entre 2017 et 2018, ça fait près de 50 milliards attendus par les différentes communes. Qu'est-ce qui bloque? Vous prenez la taxe sur l'eau, qu'est-ce qui bloque? Vous prenez les différents investissements qui doivent être effectués, qu'est-ce qui bloque? Et au-delà de ça, quand vous prenez même la valorisation des ressources humaines nationales, les secteurs miniers qui respectent cette valorisation, ils sont combien? La plupart des postes de direction, d'encadrement, de technicité sont occupés par les expatriés qui n'ont même pas le niveau des Burkinabés. Simplement parce qu'ils sont expatriés. Nous avons relevé à maintes reprises cette injustice depuis des années.
Jusqu'à aujourd'hui, c'est le cas. Est-ce qu'on a les moyens de faire changer les choses quand on sait qu'il n'y a pas de société minière nationale dans l'exploitation industrielle au Burkina? Mais ces sociétés sont installées au Burkina Faso. Oui. Ces sociétés doivent respecter la réglementation burkinabé. Elles ne sont pas installées chez elles, à l'extérieur. Dès lors que vous vous installez au Burkina, vous avez le devoir de respecter la réglementation du Burkina Faso. Et ceux qui doivent veiller au respect de cette réglementation, qui doivent veiller à ce que cette réglementation soit respectée, doivent s'assumer. Parce que si ça dure depuis plus d'une dizaine d'années, ça veut dire qu'il y a complicité quelque part. Et cela ne doit pas durer. Alors, d'après vous, qu'est-ce qui fait que le Burkina n'a pas une seule société minière dans l'exploitation industrielle? Peut-être moyens financiers, on le dira, mais on aurait pu imaginer également s'il y avait ne serait-ce qu'une société témoin, ça aurait permis de régler beaucoup de choses dans le domaine minier, n'est-ce pas? C'est des réflexions très intéressantes. Si je ne me prononce pas de façon claire là-dessus, c'est parce que je pense que cela nécessite un minimum d'études. Parce qu'on a vu Pourra. Qui n'a pas prospéré. Tout à fait. Et après Pourra, il n'y a que des sociétés étrangères qui se sont installées avec de gros investissements. Est-ce que l'État a la capacité d'assumer seul ces gros investissements? Ça nécessite des études. D'accord. Alors, on va ouvrir la question sociale à présent dans le courant de cette émission. Franc-parler avec vous pour parler de la question de la fraude sociale. Depuis un certain temps, les fonctionnaires du Burkina font des revendications tous azimuts. Est-ce que vous pensez, M. Tahirou Barry, qu'ils ont raison de revendiquer ainsi, malgré toutes les tentatives de dialogue que l'on a vues? En la matière, il ne faut pas juger sans apprécier le contexte. Oui. Vous savez que nous avons assisté à une montée en flèche des revendications à partir de 2016. Oui. Mais c'est dû à quoi? La gestion de la question des magistrats. Tout à fait. La première revendication majeure. Voilà, et cette question réglée a instauré une forme d'inéquité, une forme d'injustice. Et dans toute organisation, dès lors qu'il y a injustice, il y a frustration et révolte. Il y a ensuite la question des engagements non tenus, mal tenus, avec pour conséquence la crise de confiance entre les syndicats et le gouvernement. Ce sont des questions qui doivent être résolues. Ouais. Mais la solution d'après vous, c'est quoi? Est-ce que, vous l'avez dit tantôt, beaucoup de gens l'ont dit avant vous, il y a beaucoup d'argent qui est déjà mis dans les salaires. Est-ce qu'on va continuer comme ça? Parce que quand on écoute le gouvernement également, on a déjà dépassé les quotas qui devaient être consacrés au salaire. Est-ce qu'on va continuer justement dans cette lancée? Oui, je pense dans cet esprit que la question de la remise à plat des rémunérations a été posée. C'est une bonne idée d'après vous? Oui, cette remise à plat doit résoudre la question de l'inéquité dans le traitement salarial. Et il faut l'affronter avec courage. D'accord. Alors, on va poursuivre avec toujours cette question de fraude sociale avec les fonctionnaires. Est-ce qu'il y a une grève qui vous a particulièrement marqué? Vous avez pris l'exemple de la grève des magistrats, ensuite on a connu la grève de l'éducation, on a connu la grève également dans le système sanitaire au Burkina. Est-ce qu'il y a une grève qui vous a particulièrement marqué en tant qu'observateur? C'est la grève des agents de santé. Qui est toujours en cours, hein? Même s'il y a une suspension temporaire. Voilà, je crois qu'il y a une suspension temporaire, mais avec une telle grève, une vie qui s'en va ne revient plus. Ouais. Ça, c'est très marquant. Est-ce que vous avez une petite idée de comment on fait pour assainir le climat du travail au niveau du secteur de la santé? Parce que comme vous l'avez dit, beaucoup de gens ont payé le plus lourd tribut. Bon, quand on regarde la revendication des agents de santé, de façon globale, ce sont des revendications visant à créer un environnement favorable d'exercice de l'action sanitaire. Ouais. Notamment le relèvement des plateaux techniques, au lieu que nous fassions des évacuations à l'extérieur avec des budgets de près de 1 à 5 milliards, c'est des budgets qui peuvent être utilisés pour élever le plateau technique, pour essayer de donner un minimum aux agents de santé, afin qu'ils aient un minimum de motivation pour s'occuper de nos malades. Donc, il ne faut pas sortir de ce schéma où on tend à diaboliser les syndicats. Parce que ce sont des partenaires sociaux. Ce sont des Burkinabés.
il pose des problèmes pour permettre de mieux assurer le service public. Et quand le service public est mieux assuré, c'est tous les Burkinabés qui gagnent. D'accord. Alors, au niveau de la santé, on parle de cette fonction publique hospitalière. C'est vrai que c'est la pomme des discordes, mais vous avez pris l'exemple sur le projet de remise à plat des salaires des fonctionnaires du Burkina. D'après vous, pourquoi ça bloque? Parce que les travaux, semble-t-il, sont terminés, mais ce n'est pas encore appliqué, cette affaire de mise à plat. D'après vous, qu'est-ce qui bloque la mise en œuvre de cette, ou du moins cette remise à plat des salaires des fonctionnaires du Burkina? Bon, je crois que la remise à plat a été annoncée par le gouvernement. Oui, après, nous avons entendu une forme de rétropédalage avec des cas par cas qui ont été poursuivis de façon discrète. C'est tout ça qui sème la confusion dans les esprits. Nous observons. Ce qui est fait, si c'est sincère, on le verra. Mais si ils font semblant, on le saura. Parce que, comme on le dit, celui qui fait semblant de mourir, il faut faire semblant aussi de l'enterrer. On ne peut pas tout cacher dans ce pays. Alors, on parle d'une volonté politique qui manquerait dans la mise en œuvre de cette remise à plat. Est-ce que vous pensez à cela? Le temps nous instruira. Okay. Alors, M. Tahirou Badiou, on va terminer cette émission avec un autre chapitre, la relance économique du Burkina. Vous êtes un aspirant à la magistrature suprême au Burkina Faso. Quelle est votre idée de ce qu'il faut faire pour la relance économique? Parce que c'est vrai que depuis un certain temps, on n'en parle presque plus avec la question sécuritaire. Les entreprises sont mourantes, vous l'avez dit à d'autres occasions. Les jeunes également sont au chômage. Il y a des chiffres pour l'étayer. Qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire pour obtenir cette relance économique véritable du Burkina? Pour moi, ce n'est pas un miracle. Pour relancer le secteur économique, il faut agir sur la transformation qualitative des structures de l'économie. Les structures de l'économie, les secteurs productifs, tels que le secteur agricole, le secteur de l'élevage, mais il faut les soutenir de façon énergique. Vous avez le second secteur, le secteur secondaire, mais il faut agir sur la transformation. Parce que c'est la transformation qui crée la richesse, c'est la transformation qui crée la valeur ajoutée. Okay. Nous étions en visite d'information au Ghana. Nous avons visité l'une des plus grandes usines de fabrication de paille. Mais qu'est-ce que les responsables nous ont dit? Le coton vient du Burkina. Ah oui? Et grâce à ce coton, ils créent de la valeur ajoutée chez eux. Et ils nous exportent leur paille. Pensez que cela est normal? Donc, il faut changer les structures de l'économie. Agir sur le secteur primaire, qui va influer sur la transformation à travers le secteur secondaire. Et le secteur secondaire va impulser le tertiaire, les assurances, les banques, le commerce et les services. On nous apprend déjà qu'il y a une société de transformation de coton à Koudougou, ensuite à Bobo-Dioulasso. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas de cela qu'il est question, parce que cette relance économique pourrait passer par là aussi? Ça fait longtemps qu'on nous annonce cela, nous attendons de voir. Alors, dans le domaine agricole, la transformation agroalimentaire, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à la présence ou l'absence des usines? Parce qu'on en a connu, de par le passé, des usines de transformation de tomates, des produits agricoles, et il y en a beaucoup qui ont mis la clé sous le paillasson. Alors, quelle est votre lecture sur le fait que certaines usines se sont fermées? Oui, mon frère, il faut créer les conditions saines pour l'exercice économique, pour l'entreprise économique. D'accord. Quand je démissionnais, j'ai dénoncé l'inefficacité des mesures de lutte contre la fraude. C'est la fraude qui tue nos entreprises. C'est la fraude qui tue notre économie. Si des biens sont importés, alors que des biens sont produits ici, avec tout ce qu'il y a comme taxe, mais les prix ne vont pas être les mêmes. Et le consommateur va aller vers ce qui est plus abordable. Nos entreprises vont mourir. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Merci de votre fidélité au programme de LCA Télévision.